Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints aussi nombreux sur cette webconférence Comment se positionner sur l'appel à projet plan ESMS numérique. Je m'appelle Elvire Cavallini, je suis animatrice de communauté au sein de l'ANAP et je suis en charge d'animer la session de ce matin. Néanmoins, je ne suis pas la seule à intervenir parce que finalement, vos principaux interlocuteurs seront Christian Vialon, expert à l'ANAP, Benoît Huet et Marie Collin, tous deux chefs de projet à l'ANAP. Alors, quels sont les objectifs de cette webconférence? Alors, tout d'abord, cette webconférence vraiment pose les bases d'un cycle de webconférences ESMS numérique organisé par l'ANAP. Elle fait aussi suite aux réunions de présentation réalisées par les ARS et par la CNSA notamment. Elle donne des pistes de réflexion pour vous aider à vous positionner sur le programme ESMS numérique. Et surtout, elle a pour objectif de partager vos interrogations. En effet, ce programme est nouveau et finalement, les solutions vont se construire sur le terrain avec vous. Donc, construisons ensemble pendant cette phase d'amorçage selon les principes de la gouvernance inversée. Alors, 4 temps forts vont marquer cette webconférence et les 3 premiers temps seront accompagnés à chaque fois d'un temps de questions-réponses. Donc vraiment, on vous encourage à écrire toutes vos questions au fur et à mesure de la webconférence, puisque finalement, on va récupérer ces questions pour y répondre. Et aussi après, si on n'a pas le temps de répondre pendant la webconférence, on vous donnera un lien pour que vous puissiez voir les réponses enfin, des questions auxquelles vous avez posées. Donc, dans un premier temps, on commencera par vous présenter le contexte et la cible. Puis finalement, on vous montrera en quoi l'appel à projet ESMS numérique est une opportunité. Dans un troisième temps, nous répondrons aux questions pourquoi mutualiser son projet de DUI et comment se regrouper pour répondre à l'appel à projet. Et enfin, nous terminerons par vous présenter les ressources de la NAP qui sont à votre disposition. Alors, quelques règles de fonctionnement avant de commencer cette webconférence. Vos micros et vos caméras sont coupés par défaut et ne peuvent pas être activés. Donc, nous vous invitons à poser toutes vos questions dans l'onglet questions tout au long de la webconférence. Et pour les personnes qui ne le voient pas, comme vous pouvez le voir sur l'écran, vous avez une flèche orange ici. Donc, n'hésitez pas à cliquer dessus. Et normalement, vous allez avoir un menu déroulant où l'onglet questions apparaît pour que vous puissiez écrire vos questions. Donc, cette webconférence est enregistrée et elle sera disponible sur, un site internet de l'ANAP, qui est dédié à cette webconférence et qui vous est dédié. C'est également sur, ce site, où on mettra, les questions qui ont été posées durant la webconférence et où vous pourrez bien évidemment continuer à échanger sur cette webconférence et ne vous inquiétez pas, en tout cas, je vous, donnerai le lien en fin de session. Bon, bah, à présent que le décor est planté, je vous propose que l'on commence et je vais donner la parole à Marie Collin pour, la présentation du contexte et de la cible. Marie, c'est à toi. Merci Elvire. Bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire. Avant de réfléchir ensemble sur l'opportunité que représente le programme ESMS numérique et sur la manière de se positionner pour y répondre, il nous semblait important de replanter le décor. Le contexte bouge sur le numérique dans le secteur médico-social et il est important de comprendre ce contexte. C'est une manière de bien comprendre l'enjeu du déploiement des dossiers usagers informatisés dans les ESMS. Le constat initial était que l'offre numérique était morcelée et peu lisible pour les professionnels du sanitaire comme du médico-social et que cela complexifiait le choix des outils à utiliser dans la pratique professionnelle quotidienne. Et on constatait aussi que ces outils pouvaient répondre partiellement aux besoins des professionnels. En 2019, la feuille de route du numérique en santé a été publiée pour le sanitaire et pour le médico-social. Par cette feuille de route, l'État garantit un développement cohérent et régulé du numérique en santé. Son objectif était de donner du sens et de partager le pourquoi avec tous les acteurs pour donner une direction vers laquelle avancer sur le numérique.
Cette feuille de route avec 5 grandes orientations: renforcer la gouvernance, intensifier la sécurité et la capacité des systèmes d'information à communiquer entre eux, accélérer le déploiement de services socles, déployer des plateformes numériques nationales et soutenir l'innovation dans le numérique. C'est une cible commune aussi bien pour le secteur sanitaire que pour le médico-social, et une trajectoire a été adaptée ensuite pour le médico-social. Cette feuille de route numérique peut se traduire par la maison de Dominique Pont, qui est souvent appelée comme ça et que vous connaissez déjà peut-être. Elle fixe la cible, cette maison. Donc, c'est une maison qui a des fondations. Ces fondations sont des référentiels de sécurité pour la communication des systèmes d'information, des référentiels d'éthique. Cette maison, elle est raccordée à l'eau, et le raccordement, l'énergie qui arrive dans cette maison, ce sont finalement les services socles d'échange et de partage, comme les messageries sécurisées, comme le DMP. Ces fondations permettent d'agencer les pièces de la maison en fonction des besoins, de manière innovante, de laisser s'exprimer les besoins, du moment qu'on respecte ces référentiels et ces services socles qui alimentent la maison. Cette maison, c'est une maison connectée puisque l'État garde la maîtrise de l'exploitation des données et permet une exploitation sécurisée de ces données pour permettre de proposer des services à grande valeur ajoutée. Et puis enfin, c'est une maison qui peut évoluer et qui est ouverte à l'innovation. Donc tout ça forme la cible dans laquelle le programme va s'inscrire. Cette trajectoire une trajectoire particulière a été définie pour le médico-social pour l'aider à atteindre cette cible. Cette trajectoire est liée au fait d'une hétérogénéité forte des publics concernés, des structures impliquées dans le médico-social, et d'un sous-investissement qui a été noté pendant plusieurs années en comparaison du secteur sanitaire. Alors, que dit cette feuille de route, cette trajectoire adaptée pour le médico-social? Elle s'appuie tout d'abord sur une gouvernance inversée qui s'appuie sur des relais locaux. L'objectif est que cette gouvernance parte de vous et que ce soit vous qui puissiez influer sur les orientations pour le médico-social. Cette trajectoire adaptée, elle repose aussi sur des projets emblématiques pour que les acteurs du médico-social soient au cœur des ressources numériques partagées. Cette feuille de route et cette trajectoire adaptée au médico-social, c'est un soutien au socle et c'est ce qui nous intéressera aujourd'hui. C'est le financement et l'aide pour implémenter des DUI qui répondent à vos besoins. Cette trajectoire, c'est aussi un accompagnement pour la montée en compétence des acteurs et un soutien à l'innovation. Cette trajectoire bénéficie aujourd'hui d'une accélération avec le volet numérique du Ségur de la santé. Dans le cadre du Ségur de la santé, en effet, le développement massif et cohérent du numérique est considéré comme une condition et un levier pour aider le système de santé à se transformer dans un cadre de valeurs qui soit éthique, citoyen et souverain. Alors, qu'est-ce que donne le Ségur de la santé? C'est une opportunité de rattraper un retard dans la modernisation des systèmes d'information avec un investissement historique de 2 milliards d'euros, dont 600 millions d'euros seront consacrés au secteur médico-social. Et dans les priorités du Ségur, on voit bien que le médico-social est pleinement partie prenante, puisqu'on voit un couloir du médico-social avec des objectifs sur le partage des documents du secteur en s'appuyant sur les services socles prioritaires. Donc, on voit que la feuille de route est claire aujourd'hui, que la trajectoire est claire pour le médico-social. Et donc, on a une feuille de route qui est une vraie opportunité pour être accompagné, pour mutualiser, pour être financé. On voit également que cette feuille de route donne une capacité à se saisir de l'enjeu du numérique pour bénéficier de ces mesures incitatives pour le moment. Donc voilà cette présentation du contexte qui nous semblait importante avant de rentrer dans le cœur de notre présentation qui va porter sur le programme ESMS numérique et ses appels à projets. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. On va essayer d'y répondre, de prendre quelques questions tout de suite et puis on répondra bien évidemment aux questions en différé ensuite sur notre fil de discussion.
Donc, les premières questions. On a notamment une question pour savoir si le DUI du médico-social doit être interopérable avec les services socles. Benoît, Christian, quelles sont vos orientations? Alors, sur le fond, l'objectif numéro un, c'est que déjà le dossier d'usager soit utilisé dans chaque et qu'il devienne interopérable progressivement, puisqu'en fait, l'interopérabilité sera possible tout doucement sur les prochaines années. On a déjà la MSS qui est tout à fait possible pour un dossier d'usager, le DMP aussi, et au fur et à mesure, on aura quelques services socles et les référentiels qui sont associés. Globalement, l'idée de fond, c'est qu'à terme, tous les dossiers d'usagers de chaque structure soient interopérables avec toutes ces grands services nationaux et les services régionaux, aussi la plateforme régionale que vous avez dans chaque région. Donc la réponse est oui, il faut y aller et globalement, ça sera tous les services socles. Alors bien sûr, il y a toujours un petit peu de nuance puisque quand on n'a pas de sanitaire, par exemple, pas du tout de soins ou de médical dans sa structure, c'est sûr que la partie prescription, elle sera pas très intéressante, donc vous en aurez pas besoin. Voilà. Autre question, on est un peu en avance de phase. Est-ce que tous les ESMS seront concernés par cette opportunité du programme ESMS numérique? Christian, on ne t'entend pas. Toujours pas. Ah. Alors, je vais essayer de répondre. Le programme SMS numérique aujourd'hui est très orienté autour des structures de type personnes âgées, personnes handicapées. Bien sûr, le Ségur prévoit de pouvoir élargir en fait. On rentre un petit peu dans la présentation suivante de Christian. Donc, on va lui laisser expliquer un petit peu tout ça et présenter un petit peu ce que c'est le programme SMS numérique, les bords, les limites, mais aussi la suite. Voilà. Donc, je On vais voit que pas de y répondre nombreuses tout de suite. questions concernent effectivement la suite, donc on va passer au temps suivant et je vais laisser Christian intervenir. Oui, est-ce que On vous t'entend m'entendez? maintenant. Vous Oui, m'entendez? parfaitement. Excusez-moi. Alors, oui, en effet, ce sont des éléments qu'on va pouvoir aborder par rapport aux questions qui ont été posées. Alors, si vous êtes ici, c'est que vraisemblablement, vous pensez que ce programme ESMS numérique est une opportunité et on va voir en quoi, effectivement, il est une chance aujourd'hui pour le secteur social et médico-social et bien au-delà du seul fait de bénéficier des moyens importants qui ont été annoncés. Donc, voilà. Il est certain que pour répondre et élaborer une réponse de qualité aux appels à projets qui sont maintenant diffusés, il est nécessaire de resituer, comme l'a fait Marie, le programme ESMS numérique dans l'environnement dont il est issu. Et ici, c'est un peu une espèce de jeu de poupée gigogne. Les appels à projets, Marie l'a précisé, s'inscrivent bien entendu dans le plan ESMS numérique, qui lui-même est un élément de la feuille de route accélérer le virage numérique lancée en avril 2019. Et cette feuille de route, c'est la déclinaison du troisième axe de la loi Ma Santé 2022 qui s'intitule Faire du numérique un atout pour le partage de l'information en santé et l'évolution des pratiques. Donc, on ne peut pas considérer l'action 21 isolément des 29 autres actions et vous en êtes conscient puisque vous avez déjà posé beaucoup de questions autour de l'interopérabilité. Donc, la réflexion à conduire pour répondre aux appels à projets, elle doit intégrer l'architecture cible, la maison, et plus particulièrement les référentiels et les services socles. Donc, il faut avoir en permanence à l'esprit cette stratégie globale pour élaborer de
des réponses de qualité aux appels à projets. Donc, pourquoi déployer un dossier de l'usager informatisé? La contribution qui est attendue effectivement de la part du secteur social et médico-social dans la stratégie du virage numérique s'articule en effet autour du dossier de l'usager informatisé. Et il y a un deuxième I qu'on oublie, dossier de l'usager informatisé interopérable. Il s'agit par ce programme de généraliser l'usage d'un tel dossier dans toutes les structures et auprès de tous les usagers pour permettre une circulation fluide et un partage de toutes les informations de santé pour assurer aux personnes accompagnées par les structures sociales et médico-sociales un parcours sans rupture. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un dossier de l'usager informatisé? Vous le savez, le Code de l'action sociale et des familles ne fait pas aujourd'hui une obligation formelle à toutes les structures de tenir un dossier. En revanche, il impose de façon générale la collecte d'un certain nombre d'informations, formalisation d'un contrat de séjour, élaboration d'un projet personnalisé, etc. Le dossier de l'usager informatisé interopérable va permettre de collecter ces données, et cela pour répondre à au moins 3 attentes que vous avez sous les yeux: la coordination, la coopération, la cohérence des intervenants. Et de ce point de vue, il faut considérer la personne accueillie ou accompagnée comme un des intervenants majeurs. Le DUI doit donc lui permettre d'exercer pleinement son rôle d'acteur et de décideur dans son parcours. Deuxième attente, assurer un parcours sans rupture, mais aussi sans redondance dans la production de l'information. Et enfin, troisième objectif, troisième attente, conserver ces informations. Alors, conserver ces informations, non pas par un souci d'archiviste, mais pour une finalité précise qui est celle de la continuité de l'accompagnement. Cette finalité ne doit pas être perdue de vue, ce qui signifie que toutes les informations n'ont pas vocation à être conservées et que celles qui doivent l'être doivent être conservées dans le respect de la réglementation en matière de durée légale, confère le Code de la santé publique, mais aussi en matière de confidentialité, confère le Règlement général sur la protection des données et la loi informatique et liberté. Déjà, ce sont donc ces éléments que l'on devra intégrer dans notre expression de besoin et dans nos projets. L'infographie que vous avez sous les yeux et dont vous disposerez dans le support pour la consulter à tête reposée, elle illustre bien la cible qu'il s'agit d'atteindre. Elle décrit 6 objectifs. Un dossier de l'usager informatisé pour les personnes, et c'est l'élément capital. Un DUI pour l'accompagnement, un DUI pour instituer l'usager comme décideur, un DUI pour connaître les besoins, un DUI pour la coordination et enfin un DUI pour le pilotage de la structure et plus largement pour inspirer les politiques publiques. À partir de là, il y a des principes clés à mettre en évidence, principes de pilotage de nos structures par la donnée, avec des données de qualité, des données fiables, des données facilement accessibles et productibles, l'interopérabilité, et puis évidemment tous les référentiels et services socles qui sont les fondations de la maison. Donc parmi ces référentiels et services socles, on va citer l'identifiant national de santé, d'ores et déjà obligatoire, le dossier médical partagé, la messagerie sécurisée de santé, le répertoire opérationnel des ressources, l'authentification des professionnels par la carte professionnelle ou la ICPS, etc. Ce sont ces éléments-là qu'il faudra mettre en évidence dans la réponse aux appels à projets. Et donc, pour répondre, vous aurez besoin d'avoir en tête cette infographie et ce qu'elle implique.
Donc, ce programme, on le comprend, c'est oui, une opportunité, comme on le dit depuis un moment, mais au travers de la feuille de route accélérer le virage numérique, dans son ensemble, c'est une conception renouvelée du parcours de soins qui est en train de s'élaborer. Et il est probable que ce qui est en train de s'édifier et les différentes composantes acquièrent à un moment, d'une manière ou d'une autre, un caractère opposable. Un caractère opposable pour les industriels éditeurs de solutions logicielles, mais aussi opposable pour les structures sociales et médico-sociales. Donc, on peut imaginer que nous serons demain confrontés à cette contrainte d'une forme d'opposabilité. Et donc, l'enjeu, c'est aujourd'hui, sans attendre d'y être contraint, de transformer cette future contrainte en une opportunité. Une opportunité pour s'équiper, une opportunité pour se doter d'un dossier de l'usager interopérable, pour se préparer à de nouvelles normes opposables, encore une fois, et pour répondre aux exigences du numérique, notamment en matière de coopération et de mutualisation, ce que l'on abordera tout à l'heure. Donc, le programme ESMS numérique, c'est une chance en lui-même, de par son existence au sein de l'Action 21, mais plus largement, c'est une chance du point de vue de l'ensemble des actions de la feuille de route. Alors, c'est une chance pour le professionnel, c'est une chance pour le directeur, c'est une chance pour le responsable numérique, et de ce point de vue, il va falloir dans beaucoup de nos organisations s'interroger sur l'existence d'une telle fonction. Et si elle n'existe pas, envisager de la créer. En effet, compte tenu des enjeux qu'on est en train de décrire, on ne peut pas laisser, entre guillemets, les clés de la maison à un prestataire externe sur une mission qui est éminemment stratégique. Et c'est ici, entre autres, que la mutualisation, dont on reparlera, prend tout son intérêt. Enfin, c'est une chance pour l'usager. L'usager, aujourd'hui, il vit dans un monde numérique. Il a des pratiques et des usages d'instruments qui lui permettent de plus en plus d'agir en temps réel et sans intermédiaire. Et l'usager, il supporte de moins en moins d'être pris en charge. Donc, pour l'ensemble des acteurs de la filière, ce programme est vraiment une chance. Donc maintenant, concrètement, comment les choses vont se passer? Eh bien, elles vont se passer en deux temps, sachant que c'est tout l'écosystème du traitement numérique de la donnée dans le secteur social et médico-social qu'il faut faire muter. Et il faut le faire muter du point de vue des établissements et services, mais aussi du point de vue des industriels. Ces deux démarches sont ici présentées en parallèle, mais en réalité, ce sont deux démarches absolument convergentes. Et donc, cette mutation, eh bien, il est convenu de considérer qu'elle va prendre un certain temps, elle va s'étaler sur 5 années, ce qui paraît une trajectoire adaptée au secteur social et médico-social. Et ces 5 années, elles vont se structurer en deux temps. Le temps d'amorçage, c'est celui qui s'ouvre aujourd'hui au travers des appels à projets, et un temps de généralisation qui commence à se préparer concomitamment, vous le voyez sur le planning, à la phase d'amorçage, et qui à terme devrait permettre de cibler 70% au moins de l'ensemble des ESMS. Donc c'est un équipement global de l'ensemble du secteur qu'il s'agit d'organiser.
Donc aujourd'hui, l'actualité, c'est la phase d'amorçage pour une période qui va de 2020 à 2022. Alors pour parler un peu vulgairement, la phase d'amorçage, c'est une espèce de tour de chauffe. Elle va permettre à tous les acteurs, dont les acteurs institutionnels, mais aussi les dirigeants d'organismes gestionnaires, d'établissements et services, elle va permettre de valider dans la réalité les éléments du programme ESMS numérique. Et donc, quel que soit le point où on en est aujourd'hui, et même je dirais quelle que soit l'intention qu'on a de répondre dès à présent aux appels à projets de la phase d'amorçage, il est important de s'y intéresser. D'abord parce que on l'a vu sur le planning, la phase de généralisation, elle va arriver très vite, dès le milieu de l'année 2021. Et puis, important de s'y intéresser parce que on va pouvoir les uns et les autres, on va devoir les uns et les autres intervenir, agir sur la phase de généralisation en fonction des retours d'expérience de la phase d'amorçage. Alors, trois éléments clés. Le premier, c'est que un projet de dossier de l'usager informatisé ne prend son sens que dans la mise en œuvre de l'interopérabilité. Donc, il faut dès aujourd'hui que nous connaissions et que nous intégrions les référentiels et les services socles. Alors, pour ce faire, il y a un certain nombre de ressources, mais on y reviendra du côté de l'ANAP, mais également un certain nombre de ressources que déploie l'ANS pour nous permettre de cerner, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions sur ce sujet, permettre de cerner quels sont les services socles, qu'est-ce qu'ils impliquent, comment les implémenter. Deuxième élément clé, c'est une procédure particulière de marché public intitulée système d'acquisition dynamique. Alors cette procédure particulière, il est aussi important de la connaître. D'abord parce que c'est une procédure qui s'inscrit dans la durée pour un programme de 4 ans. C'est un système qui, au départ, démarre avec un pool d'industriels éditeurs sélectionnés en raison de la qualité des réponses qu'ils ont apportées à l'appel d'offres publié en décembre 2020. Aujourd'hui, on ne connaît pas ce pool. Il sera connu à la fin du mois de février, mais on peut imaginer une quinzaine à une vingtaine d'éditeurs. Mais ce pool, il a vocation à agréger au fil du temps d'autres éditeurs qui auront progressivement répondu aux exigences de l'appel d'offres et qui se seront mis à niveau par rapport à l'intégration des référentiels et des services socles. La conséquence de cela, et nous ne sommes pas nécessairement habitués à procéder de cette manière, la conséquence de cela, c'est que pour nous, organismes gestionnaires, établissements et services, eh bien, on va d'abord exprimer des besoins et ensuite choisir l'éditeur. Donc, on ne part pas à l'inverse, consulter des démonstrations d'éditeurs et faire le choix en fonction de celui qui nous a le plus séduit, mais inversement, on va exprimer nos besoins, les faire connaître, les déposer et les éditeurs se prononceront. Enfin, troisième élément, c'est une incitation forte au regroupement et à la mutualisation, on va en reparler, puisque il est envisagé de constituer des grappes de 3 organismes gestionnaires regroupant au moins 15 établissements et services. Alors 15, on y reviendra, c'est le plancher, 30, c'est le plafond. Des conditions particulières sont élaborées pour la Corse et les territoires ultramarins et on va revenir dans les diapos suivantes sur cette dimension. Donc, la phase d'amorçage, elle va s'inscrire dans un cadre qui est un cadre régional piloté par les ARS, mais référé à un marché national de manière à assurer une cohérence des solutions mises en place.
J'ai évoqué le système d'acquisition dynamique et c'est le RESA, groupement d'achat, qui est porteur de ce système d'acquisition dynamique. Cette phase, elle est dotée de 30 millions d'euros, donc permettant d'envisager le financement probablement autour de 40 à 50 projets, donc environ 800 structures. Dans ce cadre-là, et vous avez posé des questions par écrit, dans ce cadre-là, les premiers ESMS éligibles vont être en priorité les établissements et services pour personnes âgées et personnes handicapées, celles qui sont mentionnées à l'article 314.3.1 du Code de l'action sociale et des familles, donc les structures financées par l'assurance maladie. Alors, je n'ai pas le temps, et puis je ne vous ferai pas l'injure parce que vous le connaissez par cœur, d'énumérer le 314.3.1 du Code de l'action sociale et des familles, mais pour faire vite, on va parler de financement au titre de l'assurance maladie. C'est prioritairement ou principalement, ce sont ces structures-là, ce qui n'est pas privatif du fait qu'un organisme gestionnaire agrège d'autres structures ne relevant pas du 314.3.1. Et c'est dans la seconde phase, alimentée par les crédits du Ségur de la santé, que la généralisation va s'ouvrir à l'ensemble des structures sociales et médico-sociales, donc celle du 312.1 du Code de l'action sociale et des familles. Deux types de projets éligibles selon que l'on considère les établissements et services qui ne sont pas équipés ou dont la solution logiciel dossier de l'usager informatisé est obsolète et sans perspective de la mettre à niveau. Donc, dans ce cadre-là, on va pouvoir financer l'acquisition. Alors, l'acquisition, aujourd'hui, on n'acquiert plus, on acquiert rarement une solution logicielle, mais on s'engage avec des systèmes de type SaaS pour plusieurs années. Cette acquisition, ici, il faut l'entendre au sens de la mise en œuvre et du fonctionnement des 2 premières années avec toutes les prestations qui sont associées à la mise en place. Financement, donc, dans ce cadre-là de l'acquisition, avec la définition que je viens d'en donner, des équipements qui peuvent être liés à la mise en œuvre d'une solution. Par exemple, dans ma structure, pour pouvoir déployer le DUI, j'ai besoin d'installer le Wi-Fi partout. Et puis, financement possible de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc ça, c'est le premier cas de figure, les ESMS non équipés ou équipés d'une solution obsolète. Deuxième cas de figure, les ESMS déjà équipés. Les ESMS déjà équipés, aujourd'hui, il n'y a pas de solution qui intègre les services socles, ou qui, en tout cas, qui les intègre de manière satisfaisante et dans leur totalité. Donc là, on va être sur une perspective de montée en version, avec la nécessité de présenter des projets qui intègrent au moins 2 services socles, la messagerie sécurisée de santé, le dossier médical partagé ou la e-prescription, donc au choix de 2 services socles parmi les 3. Et les modalités de financement, bien, vous les avez sous les yeux. Financement pour un plancher de 15 ESMS et un plafond de 30, donc 25 000 euros x 30, 10 000 euros x 30, 20 000 euros x 30 lorsqu'on est sur les équipements. Il n'y a pas de regroupement obligé pour les organismes gestionnaires qui gèrent plus de 15 structures, mais on peut considérer vraisemblablement que cette question de la mutualisation, sur laquelle on va revenir tout de suite, est un critère d'appréciation positif. Alors, on peut faire une phase de questions-réponses.
Merci beaucoup, Christian. Les questions sont nourries. On reçoit beaucoup de questions. Donc, encore une fois, on va en sélectionner quelques-unes pour tenter d'y répondre ou de donner des pistes de réflexion. Et nous reviendrons bien sûr par le fil de discussion ensuite sur l'ensemble de ces questions. Peut-être une première question qui nous dit que le numérique au sein des ESMS est aussi une problématique d'architecture, de réseau, d'accès Internet, etc. Est-ce qu'il y aura d'autres portes d'entrée que le DUI pour accéder au programme ESMS numérique? Alors, l'idée quand même, c'est de considérer que le DUI, c'est le cœur. C'est le cœur aujourd'hui d'un système d'information dans un établissement et service social ou médico-social. Donc, si on part de cette idée, euh, on va pouvoir greffer autour du DUI l'ensemble des autres fonctionnalités qui sont nécessaires au fonctionnement d'un système d'information dans une structure. De ce point de vue, et vous aurez les références à la fin du webinaire, de ce point de vue, l'ANAP a élaboré une cartographie qui est très complète et qui permet d'imaginer ce que peut être globalement le système d'information d'une structure. Donc ça, s'agissant de l'architecture, s'agissant des équipements, eh bien, ils peuvent faire l'objet de financement dès l'instant où ils sont liés à la mise en œuvre d'un DUI. Autre question, beaucoup de questions sur le fait que des ESMS, beaucoup de ESMS ont déjà un DUI et donc ils souhaitent savoir comment ils peuvent influencer l'interopérabilité, sachant que l'interopérabilité est en partie éditeur dépendant. Alors, j'espère qu'on a compris que, enfin, j'espère avoir été clair en tout cas dans mon explication, ça dépend de moi, que tout va reposer sur l'expression des besoins. Et donc, qu'on soit primo accédant à un DUI ou qu'on soit déjà équipé, il va falloir qu'on considère nos besoins. Et de ce point de vue, la cartographie ANAP à laquelle je faisais allusion peut aider. Si on est déjà équipé, eh bien, il y a un moyen, enfin une démarche possible qui est celle de comparer son existant à la cartographie ANAP. Comparer son existant à la cartographie ANAP et également inscrire cela dans la cartographie cible, la maison qui a été présentée au début. Et donc, on va pouvoir identifier quels sont les besoins, quels sont les manques, qu'est-ce qu'il est nécessaire d'apporter. Et là, effectivement, à un moment donné, la balle va être dans le camp des éditeurs, mais les éditeurs, on a bien compris que progressivement, ils doivent considérer eux aussi qu'un certain nombre de ces normes, un certain nombre de ces référentiels et services socles peuvent, d'une manière ou d'une autre, devenir opposables. Donc, il n'y a pas de choix de s'équiper ou non, il faut y aller. Merci beaucoup. Beaucoup de questions sur le périmètre des établissements qui sont éligibles, notamment sur les SIAD, SAD, ESMS non médicalisés. Sont-ils concernés? Alors les SIAD, comme ça à chaud, oui, il me semble que oui. Encore une fois, référez-vous à l'article du CASF que j'ai évoqué, hein, le 314.3.1. Donc, si on le décline, cet article, parce que je l'ai repris pour préparer cette intervention, on a les établissements mentionnés au deuxièmement, troisièmement, B du cinquièmement, 7 du 1 de l'article L312.1. Donc, ce sont les établissements ou services d'éducation spéciale qui assurent une éducation adaptée
aux mineurs ou jeunes adultes handicapés, les centres d'action médico-sociale précoce, les établissements au service de réadaptation et préorientation, les établissements au service, y compris les foyers d'accueil médicalisés qui accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap et leur âge, et puis les établissements et services qui accueillent des personnes handicapées ou âgées dépendantes, et enfin les établissements et services du sixièmement du 1 du 312.1, donc les établissements qui accueillent des personnes âgées ou qui apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale. À ce titre-là, il me semble que les SIAD sont bien concernés. Mais on considère que ça, c'est le cœur. Mais progressivement et dans la phase de généralisation, il y a vocation à élargir. Il est quand même important de noter que même si on est dans une phase où le secteur personnes âgées et personnes handicapées est priorisé, il est tout à fait possible de déposer un dossier avec une majorité de structures de type PA-PH et d'avoir une minorité plus sociale en fait. Voilà. Donc, je crois que tant qu'on est dans une notion de minorité, on peut déposer un dossier et ça vaut le coup d'essayer auprès de son ARS et même si votre dossier n'est pas retenu là pour l'amorçage, il peut l'être juste derrière pour le déploiement généralisé qui lui prendra en compte. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas se freiner, il faut essayer. Voilà. Merci beaucoup. Autre question qui revient également souvent, c'est qui est le garant du contenu du DUI aujourd'hui, qui arbitre sur son contenu? Est-ce qu'il existe une liste des solutions éditeurs de référence ou labellisés ou référencés? Alors, je réponds, Benoît, ou tu compléteras. Il y a un élément de référence qui est la Bible de la feuille de route, c'est la doctrine technique du numérique en santé, qui comporte un volet particulier pour la trajectoire pour le médico-social. Donc, elle fait 180 pages, c'est un document un peu conséquent, mais c'est vraiment le document de référence auquel il faut se reporter lorsqu'on a un doute ou lorsqu'on veut arbitrer sur tel ou tel sujet. Donc, c'est vraiment cela qu'il s'agit de considérer pour pouvoir mettre en œuvre et cette doctrine technique, elle, je dirais pas qu'elle est opposable, le terme est exagéré, mais elle s'impose aux établissements et services, mais elle s'impose aussi aux éditeurs. Souligner également que dans le cadre de la feuille de route, il y a une action particulière, je crois que c'est l'action 22, qui s'appelle Convergence et qui permet aux éditeurs, mais aussi aux ARS et aux GRADES, d'auto-déclarer les fonctionnalités, les capacités dont ils disposent. Cet outil Convergence, il est accessible en ligne et il vous permet aujourd'hui, par rapport aux éditeurs que vous connaissez, de voir comment se situe l'éditeur par rapport aux exigences posées par la feuille de route. Je vais compléter un petit peu, dans le sens où ça, c'est le cadre commun qui est dans lequel tout système d'information va rentrer progressivement dans les prochaines années. C'est commun au monde de la ville, du médico-social, du sanitaire et puis aussi du social à terme. Il est important aussi de noter que dans le cadre du plan ESMS numérique, on l'a complété avec un cahier des charges national de dossiers d'usagers qui prend en compte tout ce que Christian vient de dire et qui rajoute en fait quelques éléments pour aller vers une meilleure qualité de logiciel.
La meilleure qualité, elle se situe un peu dans deux zones. C'est d'un côté s'assurer que votre logiciel répond bien à toutes les problématiques des professionnels, donc à un certain nombre de fonctions. Voilà, hein. La capacité à faire une prescription, la capacité à faire un projet personnalisé. Donc en fait, ces fonctions ont été décrites par la cartographie de l'ANAP. Il y a presque 200 points de fonctions. Et on y ajoute des éléments beaucoup plus de gestion du logiciel, c'est-à-dire la capacité à mettre à disposition son logiciel en permanence, son taux d'indisponibilité, la rapidité de sa outline, sa capacité à y répondre. Voilà, donc de la qualité logicielle. Donc ces trois éléments, c'est-à-dire la doctrine que vient de parler Christian, des fonctions d'un dossier d'usager complet et la qualité de gestion du logiciel et des prestations associées. Voilà, ces trois éléments ont construit en fait le cahier des charges pour sélectionner les éditeurs. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on passe sur la suite, puisque finalement, beaucoup de questions portent sur les regroupements. Donc, on les garde pour le prochain temps de questions-réponses. Benoît, je te laisse la parole. Merci. Alors, c'est bien sûr, je vais pas rentrer dans le détail des regroupements 15 ou pas 15. J'ai vu qu'il y avait énormément de questions sur, comment dire, des questions un peu individuelles. Je crois qu'il faut pas hésiter à les poser. Notre fil de discussion viendra compléter toutes les réponses individuelles auxquelles on n'a pas pu répondre. On a essayé de répondre, et puis on va continuer, hein, on va essayer de répondre aux questions les plus macroscopiques, voilà, qui ont été les plus nombreuses. N'hésitez donc pas à poser des questions tout au long de nos discours parce que ça nous permet de trier un petit peu, parce que quand ça arrive à la fin, eh ben, on n'a plus le temps de tout lire. Voilà. Il y a eu pas mal de questions autour de la mutualisation. Alors, je vais essayer de donner un petit peu de sens, voilà, à cette notion de regroupement parce que, de toute évidence, on le vit énormément comme quelque chose, comme une contrainte. 15 ESMS, ça vous paraît très élevé, alors qu'au fond, cette histoire de 15 ESMS, elle vient d'une réflexion qu'on a depuis plus de 2 ans. Voilà, la CNSA, l'ANS, même avec l'ANAP, les ARS, on en a discuté, on en a parlé avec les fédérations aussi, énormément, avec beaucoup d'OG aussi, beaucoup d'organismes gestionnaires. Et au fond, on a fait un bilan assez net, c'est que il y a énormément de SMS qui rencontrent des difficultés de compétences et en termes de SI et de ressources même financières sur le système d'information. Et en particulier, ça se voit très nettement sur le dossier d'usager informatisé qui doit être dans sa structure. En fait, on n'a pas assez de compétences qui soient capables de parler et SI et médico-social. Et cette manque de compétences extrêmement élevé, on se rend compte que on a une partie des structures qui se sont dit je vais prendre un prestataire, mais un prestataire il est là que de temps en temps. On s'est rendu compte qu'il y a des structures qui n'arrivent même pas à avoir un prestataire qui soit fiable sur le moyen ou le long terme, voilà, parce que c'est normal, c'est la vie des entreprises. Et on s'est rendu compte aussi que au fond, le directeur, il avait bien sûr besoin de prestations informatiques, mais il avait aussi besoin de conseils. Et le conseil, il faut une certaine neutralité. Et cette neutralité, elle s'acquiert quand on a cette compétence SI regroupée sur un gros volume de SMS. Donc, ça veut dire que quand on a 10, 15, 20, 30, 50 ESMS, en fait, on a des compétences SI, on a des informaticiens, voire même des stratèges SI et du numérique qui sont capables de conseiller le directeur de structure, conseiller le directeur général d'un organisme gestionnaire
Et au fond, il le conseille pourquoi? Mais pour aller dans sa propre stratégie. Voilà. Chaque directeur de SMS a une stratégie pour sa structure. Chaque directeur général d'OG a sa propre stratégie. Et au fond, ce qu'il attend du numérique, c'est que le numérique, il renforce cette stratégie. Et donc, il faut être capable de parler SI, mais SI stratégique, et en même temps de répondre à des problématiques techniques. Et donc, l'idée première qui a été assez, on l'a vu naître à droite à gauche, c'est que pas mal de SMS ou d'organismes gestionnaires se sont mutualisés, ont mutualisé au fond la compétence SI. Alors, je casse immédiatement l'idée de regroupement de SMS pour qui n'a au fond rien à voir avec ce constat. On fait simplement le constat que pour pouvoir avoir une compétence adaptée aux besoins d'un directeur de structure ou d'un directeur d'OG, il faut mutualiser une compétence. La mutualisation, c'est partager une compétence, ça ne veut pas dire du tout se regrouper. Et faut être honnête, on n'en a rien à faire. Tout simplement, on n'en a rien à faire de cette notion de groupement des ESMS. C'est pas notre problématique. La problématique, c'est qu'on veut que les directeurs de structure puissent avoir une réponse à leurs problématiques. Et donc, on va tout doucement vers le fait qu'on doit mutualiser des compétences SI. Des compétences qui vont pouvoir se capitaliser dans le temps, des compétences qui vont pouvoir se développer en expertise au fur et à mesure, parce que quand on peut mutualiser ces compétences, en fait, au fond, on commence à avoir des personnes qui sont capables de parler et médico-social et en même temps logiciel de finance et en même temps logiciel RH et en même temps logiciel de dossier d'usager informatisé. Et c'est ça que l'on vient chercher. C'est ça que le directeur attend aujourd'hui. C'est une capacité à dire j'ai besoin d'un dossier d'usager, trouve-moi un dossier d'usager informatisé qui correspond à mes attentes. Et donc là, les compétences SI, elles sont primordiales parce qu'elles ont la capacité à trouver n'importe quel logiciel, mais elles vont avoir la capacité de se dire je me colle aux besoins de mon directeur, voilà, qui lui pilote toujours cette stratégie, la stratégie de sa structure, il va la décliner en stratégie numérique à l'aide de cette compétence-là. Voilà, donc on a un besoin extrêmement fort dans l'ensemble du secteur d'avoir des compétences SI qui soient capables de parler médico-social et des compétences qui ne soient pas obligatoirement que de l'achat. Même si, au fond, quand on regarde un tout petit peu, acheter un PC pour un seul ESMS, c'est acheter ses 4-5 PC par an. Pour son ESMS, on va le payer 1000 €. Et quand on achète pour 20, 30 ESMS, eh ben, on se rend compte que ce même PC, il est à 500 €. Donc, au fond, il y a aussi des problématiques beaucoup plus techniques qui motive cette notion de regrouper ces compétences, parce que ces compétences, elles sont capables d'acheter et d'aller chercher ces PC à 500 €. Elles sont capables aussi de faire des lignes Internet qui soient adaptées en termes de prix et qui soient adaptées à votre besoin. Elles sont capables aussi de vous doter de Wi-Fi qui soit adapté et au juste prix. Et cette notion de juste prix, eh bien, encore une fois, on retombe sur la problématique de compétences. Parce que acheter, c'est pas donné à tout le monde et acheter dans le numérique, c'est pas donné à tout le monde, c'est un métier. Et donc, il faut mieux avoir un petit bout de chef de projet mutualisé à 10, 15 ou 20 ESMS plutôt que s'acheter un prestataire qui n'est pas toujours là, qui peut pas toujours répondre et qui n'a pas toutes les compétences. Voilà. Je vais pouvoir passer au slide suivant qui est la mutualisation, comment on fait? C'est gentil, maintenant j'ai un peu compris que ça serait utile, mais au fond, la première étape, c'est d'identifier des partenaires. La deuxième, c'est de
construire une vision commune, c'est-à-dire ben, moi j'ai besoin de quoi, qu'est-ce que je voudrais, est-ce que je veux plutôt une mutualisation très technique sur l'achat des PC et des lignes, est-ce que je veux plutôt une mutualisation sur avoir un chef de projet qui nous soutient dans l'achat d'un dossier d'usager, qui nous le maintient pendant 3, 4, 5 ans, qui nous accompagne, qui accompagne chacun de mes salariés. Voilà, qu'est-ce que je cherche au fond? Donc se dire un petit peu tout ça, mais on rentrera dans le détail de cette vision commune à la prochaine webconf. Et puis la dernière étape, c'est de déposer un dossier commun de qualité pour pouvoir se doter de cette compétence SI, de pouvoir se doter de ce dossier d'usager informatisé. Vous avez vu aussi que c'est possible pour les petits OG qui se sont regroupés en bloc de 15, de pouvoir aussi avoir une dotation sur la partie matérielle, parce qu'on s'est rendu compte que la partie matérielle était très manquante dans les organismes gestionnaires très isolés ou qui ont très peu de SMS. Ce qui m'intéresse là, c'est comment identifier ces partenaires pour la mutualisation. Alors, la chose qui est intéressante, c'est qu'en fait, les mutualisations qui marchent, c'est les endroits où on a déjà fait des mutualisations. Et le monde médico-social regorge de partage d'expériences, d'échanges avec chaque structure, travaille toujours avec plein d'autres structures. Et le premier lieu où vous devez aller toquer à la porte pour chercher cette mutualisation de compétences SI et de ces achats SI, c'est vos partenaires de tous les jours. Voilà. Il ne faut pas se gratter trop la tête. Il faut regarder les ESMS avec qui vous travaillez le plus couramment, leur envoyer un petit mail en disant « Moi, je veux me doter d'un dossier d'usager » ou « Moi, j'aimerais bien avoir un peu plus de PC ou de ligne Internet un peu moins cher. Est-ce que ça t'intéresse ?» Parce qu'en ce moment, il y a le plan ESMS numérique qui est prêt à payer un morceau de ça. Est-ce que tu veux qu'on dépose un dossier ensemble? Et en fait, les premiers partenaires, c'est ceux qu'on a déjà, en fait. Sauf qu'on n'a pas trop l'habitude. Il ne faut pas obligatoirement chercher une structure qui est pile identique et qui a les mêmes problématiques, qui a les mêmes, les mêmes usagers. En fait, il faut aller chercher les partenaires du quotidien. Voilà. Alors après, quand vous en avez pas assez, il y a une deuxième solution, c'est d'aller vers des initiatives un peu plus remplies, un peu plus dynamiques. Et donc là, il faut aller voir ces fédérations parce que c'est elles qui ont le plus gros réseau de structures. Et de toquer à la porte de votre fédération en disant moi j'ai besoin d'un dossier d'usager ou moi j'ai besoin de le renouveler ou moi j'ai besoin de PC, moi j'ai besoin de voilà, il faut toquer à la porte de vos fédérations. Vos fédérations régionales, elles sont en train de se doter un peu partout dans toutes les régions de ce qu'on appelle des collectifs SI médico-sociaux régionaux. Et donc, ces collectifs SIMS, ils ont pour vocation d'aider les fédérations aussi à travailler entre elles pour regrouper tout le monde. Donc, toquer à la porte de vos fédérations. C'est impératif. Même si vous êtes qu'à 12 structures, il vous en manque 4, allez travailler avec vos partenaires. Si ça ne marche pas, allez voir vos fédérations. D'une manière ou d'une autre, vos fédérations, même si elle ne sait pas trop comment répondre, elle va se bouger parce que vos fédérations, elles sont à vos services. Elles sont là pour vous. Là, il y a l'occasion d'avoir de l'argent pour pouvoir se doter en numérique. C'est le moment de se pencher et d'y aller. Voilà. Alors, à la NAP, on s'est quand même un peu gratté la tête et on s'est posé un peu la question. Il y a quand même des regroupements qui marchent et il y a des regroupements qui marchent quand même moins bien. Donc, je vous en donne un petit peu 5-6 grands éléments. C'est le transparent suivant. C'est quels sont les points communs de toutes les mutualisations, les regroupements pour se doter de compétences et de matériel. À chaque fois qu'on a une mutualisation qui s'est faite et qui marche, globalement, elles ont ces 6 grands points. La première chose, c'est qu'elles ont une gouvernance ensemble de cette mutualisation. Elles partagent ensemble une certaine stratégie. Il y a une forme d'équilibre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas obligatoirement, il y a toujours un ou deux leaders, hein, bien sûr, mais les leaders ne sont pas écrasants.
Et le deuxième point, puis là je ne vais pas me réétaler, mais c'est qu'au fond, il y a déjà eu des coopérations antérieures. Et cette coopération va marcher parce qu'en fait, on a déjà vécu quelque chose au fond ensemble. Toutes les coopérations, en fait, sont des projets humains. Voilà. Et donc, de croire qu'une mutualisation et une coopération se fera sans humain, ça sert à rien. Après, on s'est rendu compte que les coopérations qui marchent, ce sont celles qui ont des structures relativement semblables avec les mêmes contraintes. Alors là, vous voyez en face de vous, il y en a un certain nombre qui sont listés. Le but, c'est pas d'avoir tous. Il faut pas et à la fois avoir les mêmes structures, les mêmes statuts juridiques, à la fois les mêmes secteurs d'activité ou même les mêmes usagers. Non, en fait, il faut en avoir 2 ou 3 et ça sera vos piliers pour construire la suite. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir du privé, du public dans votre coopération. Si, au fond, vous avez les mêmes usagers ou si vous travaillez ensemble déjà de manière régulière. C'est simplement, on s'est rendu compte que quand il y a 2, 3 piliers parmi ceux qui sont listés, ça facilite quand même grandement les choses. La quatrième point, c'est que il y a une certaine complémentarité des acteurs. Et là, je ne peux pas vraiment vous donner d'exemple. Ça peut être une complémentarité sur l'usager, sur le suivi de l'usager. Ça peut être une complémentarité sur des problèmes techniques. C'est-à-dire, il y en a certains qui sont très bons en achat de PC, il y en a d'autres qui sont très bons en achat de ligne Internet. Parfois, la complémentarité, c'est parce que vous travaillez ensemble sur un territoire ou parce que vous travaillez ensemble autour d'un centre hospitalier. Voilà. Parfois, c'est parce que vous travaillez dans la même région et que vous avez l'habitude vous avez l'expérience de travailler ensemble, parce que certains ont comment dire, des expertises sur l'accompagnement de certains types d'usagers, puis d'autres sur d'autres. En fait, la complémentarité, elle est dans tous les sens, mais c'est se sentir à l'aise et avoir la place, ne pas se sentir écrasé, et ça revient un peu au premier point, c'est-à-dire avoir une gouvernance stratégique équilibrée. Et puis après, on rentre un petit peu plus dans la coopération elle-même. Il y a des enjeux partagés, il y a un intérêt mutuel à la coopération. Alors cet intérêt mutuel, elle est à la fois équilibrée parce que chacun a un intérêt propre et à la fois chacun partage un intérêt commun. Voilà. Donc il faut un équilibre, intérêt propre, intérêt mutuel. Et puis après, vous rentrez vraiment dans votre coopération et qui est un moment un peu plus pragmatique. C'est un cadrage du projet, c'est le cadrage initial. Et en fait, ce cadrage, pourquoi il est nécessaire? Parce qu'en fait, il vous pose la question des 5 autres points. Et quand vous arrivez au cadrage et qu'au moment du cadrage, vous arrivez à répondre à ces 5 points, c'est qu'au fond, votre coopération, elle va fonctionner. C'est quasi sûr. Voilà. Alors, on peut un dernier élément qui est important sur le dernier slide, un petit peu la mutualisation. On peut se dire mais c'est que pour les petits ESMS. Eh bien en fait pas du tout. Pas du tout parce que la CNSA considère que les grosses ESMS, c'est à partir de 50 ESMS. Et on se rend bien compte que 50 ESMS, ceux qui sont les gros OG, ils ont besoin aussi d'expertise dans le domaine numérique qui ne peuvent pas acquérir. Même les gros OG, c'est-à-dire que 3 ou 4 gros OG de 50 établissements ont besoin de coopérer pour pouvoir se payer des compétences. Il faut se dire franchement les choses. En numérique, il y a 27 métiers. Les 27 métiers, elles sont nécessaires pour le monde médico-social. Un gros OG de 50 ESMS lui-même ne pourra pas se payer les 27, les 27 compétences. Il faudra qu'il mutualise certaines compétences. Des compétences extrêmement pointues. Quand on a besoin de protéger ces données, il nous faut des compétences en sécurité, mais qui est capable de
se protéger du monde entier sur le plan du numérique. Et puis ça concerne aussi cette coopération, elle est nécessaire aussi pour les moyennes OG de 15 à 50 ESMS parce que au fond, ces ESMS sont sur des sujets beaucoup plus pragmatiques. C'est que eh ben, quand on atteint ce niveau-là, quand on arrive à coopérer entre blocs de 15 ESMS, eh ben, en fait, on peut avoir un spécialiste du dossier d'usager, un spécialiste de la compta, du logiciel de compta, voire deux, parce qu'en fait, il n'y a pas que la compta dans les finances. Et puis, côté RH, eh ben, c'est la même chose. Et puis après, dans la relation aux usagers, sur le plan numérique, eh ben, là aussi, on va pouvoir se payer quelqu'un qui est spécialisé dans la relation entre les usagers et les professionnels et les outils qui sont disponibles, qui vous sont disponibles, ils existent déjà ces outils-là, sauf qu'au fond, vous pouvez pas vous les acheter parce qu'il n'y a pas une compétence ici qui vous dit oui, oui, moi j'en connais et je vais pouvoir vous sélectionner celui qui sera adapté à votre stratégie en tant que directeur de SMS. Alors la mutualisation, elle peut prendre plusieurs formes. Nous, ce qu'on vous dit, c'est faire simple. Faites simple. Une coopération, vous en faites déjà. Parfois, c'est pour des déplacements d'usagers, parfois c'est pour, comment dire, vous acheter des gants en commun. Voilà, faites simple. Une coopération, simplement faire une simple convention entre vous, ça sera déjà très très bien. Alors après, il existe des formats qui sont plus complexes, mais qui existent pratiquement dans toutes les régions. Vous avez des GIE, des GIP, des GCSMS qui existent autour du numérique dans le monde médico-social. Penchez-vous sur ces cas-là. Il y en a certains qui fonctionnent, la plupart fonctionnent très très bien. Vous raccrochez, ça pourrait être très très intéressant aussi, mais il n'y a pas que ça. Voilà, donc il y a la version très simple, une simple convention entre vous pour déposer un dossier d'usager, déposer un dossier sur le plan SMS numérique. Et puis, c'est possible aussi de vous raccrocher un GIE, un GIP, un GSSMS pour déposer un dossier avec lui. Voilà. Y a-t-il des questions? J'ai vu défiler les questions. Est-ce que, Marie, tu peux m'en trouver 2, 3? Alors, beaucoup de questions. Peut-être une première question et crainte qui a été relayée. Alors, tu y as en partie répondu. C'était pour les petits, entre guillemets, établissements. Est-ce qu'ils sont éligibles? Est-ce qu'il y aura un accompagnement particulier? Comment ils peuvent se regrouper? Alors, comment il est? Oui, j'ai déjà en partie répondu à la question. Le premier, pour faire en synthèse, le premier, il faut aller voir vos partenaires du quotidien. C'est avec eux vous avez la confiance. C'est nécessaire. Voilà. Et puis le deuxième point, c'est de toquer à la porte de vos fédérations parce qu'elles sont très bien au courant de ce plan ESMS numérique, mais elles ont surtout un énorme réseau et elles pourront vous trouver d'autres SMS qui ont les problématiques qui sont assez proches. Voilà. Et puis, j'ai abordé un tout petit peu le sujet à la fin. Il existe des GIE, des GCSMS qui existent dans chaque région, qui parlent numérique et qui parlent médico-social, et vous pourrez y aller. C'est le premier élément. Et en fait, ces structures, ces monostructures seront accompagnées quand elles auront atteint ce bloc de 15 ESMS parce qu'on peut accompagner 10-15 structures, on peut lui fournir énormément d'outils. D'ailleurs, l'ANAP va sortir un kit spécial pour le directeur et pour le chef de projet d'un bloc de 15, voilà. Un kit spécial, c'est comment je déploie mon dossier d'usager ou comment je monte de niveau mon dossier d'usager pour aller vers l'interopérabilité. Il y aura des documents spécifiques pour le directeur, des documents spécifiques pour le chef de projet qui va aider au déploiement et accompagner les directeurs. C'est d'une manière ou d'une autre, vous pourrez être accompagné quand vous atteindrez ces 15. Il faut aller vers ces 15. D'une manière ou d'une autre, vous aurez un chef de projet. Vous pourrez déposer un dossier avec dedans chef de projet. Vous pourrez vous faire subventionner ce chef de projet mutualisé
Et donc, à partir de là, vous serez accompagné par le chef de projet et nous, on accompagnera ce chef de projet. Et en plus, vous voyez, il y a déjà un kit du directeur sur le numérique qui est à votre disposition. Et en plus, il y aura un kit de comment gérer mon numérique, mon dossier d'usager informatisé, comment le déployer, le mettre à niveau, qui sera fait aussi pour vous, directeur, mais à condition que vous ayez un chef de projet à côté de vous. Autre question qui revient très souvent, est-ce que les OG qui vont déposer des dossiers en commun, les GRAP, devront avoir le même éditeur ou est-ce qu'ils pourront faire des groupes avec des DUI de différents éditeurs du moment que ces éditeurs sont référencés? Alors, si vous posez un groupe, comment dire, de 15, chacun a son dossier d'usager déjà installé et que vous demandez au fond la montée de version, bah, on va pas obligatoirement vous demander de changer de dossier d'usager informatisé. Ça paraît logique, donc vous pouvez poser un dossier. Par contre, ceux qui n'ont pas de dossier d'usager informatisé, on va vous demander d'acheter le même. Parce que, au fond, votre chef de projet, vous allez vous le demander avec votre groupe de 15, vous allez acheter le même logiciel à peu de choses près et vous pourrez, comment dire, l'installer. Vous pourrez partager avec les autres structures les problématiques que vous avez, les processus que vous avez dans vos structures. Peut-être que ça vaut le coup d'en échanger avec les autres parce que les autres parfois font le même métier, parfois pas du tout, hein, mais c'est pas possible. Mais c'est pas grave au fond, d'échanger entre directeurs est nécessaire. Voilà. Et avoir le même logiciel vous permet de discuter sur les mêmes sujets. Voilà, ça c'est le premier point. Et puis le deuxième point, vous verrez que au bout d'un an et demi d'être accompagné par un chef de projet pour installer le dossier d'usager, vous serez très content au fond, ce chef de projet, de pouvoir vous dire bon, ben, peut-être que ça serait bien qu'on le garde un petit peu plus longtemps. Et au fond, c'est ça qui va être vraiment intéressant parce que il va vous accompagner tout au long de vos stratégies individuelles de directeur. Voilà, vous êtes des indépendants, chacun, mais de l'autre côté, il va pouvoir vous préconiser, ben voilà, des achats mutualisés de PC. Il va pouvoir vous proposer d'autres choses et il va pouvoir être rentable. Vous verrez, vous pourrez vous le payer sur du moyen ou long terme. Autre question qui revient, peut-on mutualiser des établissements de statuts différents, publics et privés? Ma réponse va être très simple, c'est oui. Voilà. Autre question, je suis toujours le même fil. Faut-il dépendre de la même région pour mutualiser ou est-ce qu'on peut avoir des projets interrégionaux? Alors, le programme SMS numérique a été posé et piloté par les ARS, piloté par la CNSA et piloté par les ARS. Par contre, un nombre important de structures travaillent de manière, les frontières géographiques euh, bien sûr, ne sont pas une frontière à l'accompagnement des usagers, voilà, tout simplement. Donc, en fait, il est tout à fait prévu que vous déposiez un dossier auprès d'une ARS, même si ça concerne des structures qui sont dans une autre région. En fait, où est-ce qu'il faut déposer le dossier? C'est l'endroit où il y a le plus de SMS. Voilà, vous avez 15 ESMS, et ben il y en a 10 dans une région, et ben vous déposez dans cette ARS, et l'ARS va avoir des temps coordonnés avec les autres ARS pour pouvoir se dire où est-ce qu'ils en sont sur le dossier. Moi, j'ai 5 ESMS qui va sur l'autre ARS, ils en discutent, puis ils vont tomber d'accord et puis ils reviendront vers vous. Autre question qui est revenue, est-ce qu'on peut se regrouper avec des OG qui n'ont pas le même niveau d'avancement, c'est-à-dire des OG dotés d'un DUI et des OG non dotés d'un DUI? Alors, c'est une question qui est plutôt normande. Du moins, c'est ma réponse qui va être normande. Au fond, c'est important quand même d'avoir une certaine maturité un peu similaire. Après, s'ils se sont pas dotés, c'est qu'ils se sentaient pas d'y aller, mais de l'autre côté, ils pourront être aidés par les autres directeurs, donc ça pourrait être intéressant. Mais au fond, ce qui est important, c'est de pouvoir poser un dossier, soit pour installer un dossier d'usager. Alors peut-être que tout le monde, ceux qui ont déjà un dossier d'usager, ils ont envie de se doter d'un nouveau dossier d'usager. Donc là, tout le monde achète en même temps, même ceux qui sont pas, qui n'ont pas d'expérience, d'autres qui en ont. Et au fond, tout le monde bénéficiera au fond
de l'expérience de l'autre. Et puis, si par contre c'est pour garder chacun un petit peu son dossier d'usager dans son type, ça va être un petit peu plus compliqué, mais c'est pas infaisable. Et puis, moi, je vous renverrai bien poser surtout un dossier avec votre chef de projet. Voilà, demandez une subvention pour avoir un chef de projet. Il va vous accompagner là-dessus. Quand on est sur que quelques structures qui sont pas dotées, c'est tout à fait possible. Voilà. Quand on est sur une majorité, c'est un peu plus complexe, mais c'est un petit peu ce qui se passe dans un déploiement. Ça veut dire qu'il y a toujours des pilotes, et puis après, il y a un peu plus un déploiement du reste des structures. Donc c'est tout à fait viable. Voilà. Mais c'est le métier d'un chef de projet dans le numérique de vous conseiller là-dessus. Il faut vous faire conseiller et il faut acheter de la prestation de chef de projet. Autre question, un regroupement peut-il s'entendre comme étant un regroupement de différents intervenants du parcours ou est-ce que ça peut être plusieurs EHPAD autonomes, plusieurs SIAD autonomes, mais qui interviennent sur un même territoire, une même filière ou pas obligatoirement? On est toujours dans les mêmes idées. Alors, toujours dans les mêmes idées, c'est pas obligatoire. Par contre, on a vu des coopérations très très bien réussir là-dessus. Parce qu'en fait, il y a une motivation commune. Je peux revenir sur le slide où je vous énonçais les 6 points essentiels d'une coopération. Vous regardez, voilà euh, comment dire, des enjeux partagés, donc le deuxième en partant de la droite ou le troisième en partant de la gauche, des structures semblables soumises aux mêmes contraintes, aux mêmes envies, voilà. En fait, d'être motivé autour du parcours de l'usager, d'avoir une couverture territoriale est une vraie opportunité, il est vrai. Donc si vous avez déjà l'habitude de coopérer ensemble, eh ben, vous avez déjà au moins 3 éléments sur les 6 là. Donc, je vous engage vraiment à y aller et d'aller vers le cadrage pour traiter un peu les autres points qui sont énoncés. Et puis, si c'est pas le cas, eh ben, parce que vous n'avez pas l'habitude de coopérer autour d'un territoire, eh ben, c'est pas grave. Coopérer sur une région, sur du multirégionaux, coopérer avec les gens avec qui vous avez déjà l'habitude. En fait, un projet numérique, c'est un projet normal. C'est un projet d'être humain. Et les êtres humains, tant qu'il n'y a pas la confiance, le projet n'existe pas. Ça sert à rien. Ça devient technique. Mais c'est pas le cas là. En fait, vous avez besoin d'aller ensemble quelque part sur le numérique. Donc, il vous faut que la confiance soit posée un minimum. Faites de vos coopérations, en fait, des aventures humaines. Faites-en une coopération d'êtres humains, de confiance, et c'est comme ça que vous allez réussir. Après, que ce soit territoire ou pas, c'est pas grave. Que ce soit avec les mêmes contraintes ou pas, c'est pas grave. Une question qui revient souvent, comment connaître sur son territoire les OG qui souhaiteraient répondre à cet appel à projet, qui contacter, comment connaître qui veut se lancer dans l'appel à projet? Alors, l'idée de fond, c'est de se dire que à un moment, tout le monde va être motivé. Voilà. L'objectif du Ségur, c'est de toucher 75% des structures médico-sociales. Donc, tout le monde va y aller. Alors, tout le monde n'a pas encore compris que c'était le moment d'y aller, mais si vous êtes là déjà à cette conférence, c'est que vous avez bien compris qu'on va y aller là. Vous y êtes déjà, en fait, vous êtes dedans, les 2 pieds dedans, et la question est plutôt comment. Donc, je pense que, et j'y ai répondu en partie, la coopération, elle se fait avec vos partenaires au quotidien. Donc, envoyez des mails à tous vos partenaires du quotidien. Les fédérations sont très au courant de tout ça. Si elles sont pas tout à fait au courant, les fédérations nationales y sont énormément. On peut faire aussi des réunions par région pour vous retrouver. Les fédérations sont là aussi pour vous motiver à trouver d'autres partenaires. Donc, je pense franchement, faites un mail à vos partenaires du quotidien, faites un mail à vos fédérations et c'est eux qui vont vous trouver. C'est pas la CNSA qui va trouver comment dire en centrale qui va coopérer avec qui. En fait, le plus simple, c'est que c'est vous que preniez en main votre coopération. C'est comme ça qu'elle va marcher. Donc, prenez-la en main, contactez les gens
de votre quotidien en dehors de votre structure, c'est-à-dire vos partenaires de la vie quotidienne et vos partenaires qui vous conseillent, c'est plutôt les fédérations. Vous pouvez toquer à la porte de l'ARS, du grade, de votre conseil général, c'est tout à fait possible. Il connaît aussi des structures, mais par contre, je vous invite très fortement à faire ces 2 premières actions, c'est-à-dire vos partenaires du quotidien et vos fédérations, c'est eux qui ont les plus gros réseaux. C'est vous, votre réseau, plus celui du gros réseau de la fédération régionale. Autre question qui revient souvent, ce sont les ressources humaines mises à disposition des ESMS pour monter les projets et pour ensuite les porter. Comment se doter de ces ressources humaines et est-ce qu'on peut intégrer le coût de chef de projet dans le dossier de demande de financement? Alors, je vais être radical. On ne fait pas une installation de logiciel sans s'acheter un chef de projet. Voilà. Acheter un logiciel, ça a l'air de rien, c'est un peu plus compliqué que acheter une voiture. Voilà. Il faut vous faire accompagner dans l'achat, dans la sélection, dans comment dire, Christian l'a très bien dit, dans tous vos besoins, décrire tous vos besoins. En fait, c'est un métier. Donc, si vous avez qu'une seule chose à faire en premier, c'est demander à subventionner un morceau de votre chef de projet. Voilà, ça c'est le premier point. Après, si vous voulez vous doter d'un dossier d'usager informatisé, achetez-vous un morceau de chef de projet et achetez-vous ensuite un dossier d'usager. Posez un dossier pour les 2. Si vous voulez monter de version parce que vous avez déjà un dossier d'usager, l'interopérabilité, c'est-à-dire avoir une messagerie sécurisée avec l'hôpital, avec la ville, déposer des choses sur le DMP, avoir la e-prescription, avoir des échanges avec la plateforme régionale qui vous propose plein de services numériques. Vous en sortirez pas si vous n'avez pas un chef de projet non plus. Même pour une montée de version pour aller vers l'interopérabilité, déposer un dossier avec un chef de projet. Les forfaits, les budgets que vous a présenté Christian tout à l'heure et puis que vous commencez à connaître parce que la CNSA et les ARS commencent à vous en parler quand même fortement depuis une paire de mois, ces budgets, ils comprennent tout. C'est-à-dire, quand vous installez un dossier d'usager, vous avez un bloc de 25 000 € par SMS. Dedans, il y a 10-15 000 € pour acheter le logiciel. Dedans, il y a 5-7 000 € pour pouvoir le paramétrer et l'adapter à vos professionnels. Et puis dedans, il y a 5-7 000 € qui sont là pour vous acheter votre chef de projet mutualisé qui va piloter votre prestataire, qui va piloter la mise en place, qui va lui tirer les oreilles quand ça marchera pas bien, mais qui sera là aussi pour comprendre qu'à un moment, l'éditeur a raison, parce que parfois, ça arrive aussi de manière très régulière, ils vous connaissent bien. Et donc, au fond, il vous faut un chef de projet qui, à un moment, viendra défendre vos intérêts auprès de l'éditeur et de temps en temps, qui viendra vous expliquer en fait pourquoi l'éditeur il a raison. Voilà. Je vous propose de clôturer cette session de questions-réponses. On va vous présenter les ressources que la NAP met à votre disposition pour ce programme. Tout d'abord, on l'a évoqué à plusieurs reprises, vous pouvez vous renseigner sur l'existence d'un collectif SI dédié au médico-social dans votre région, puisque ces collectifs peuvent être un appui pour mutualiser les compétences, pour réfléchir ensemble aux stratégies pour se positionner sur cet appel à projet. Et dans les régions où il n'y a pas encore de collectif, c'est aussi une opportunité de créer ces collectifs en discutant entre OG, en discutant entre fédés, en discutant entre responsables SI. Donc, la NAP soutient l'émergence de ces collectifs et c'est une opportunité finalement créée par le programme de les faire vivre et de se lancer dans les régions pour lesquelles il n'y a pas encore de collectif.
De façon plus générale, notre objectif pour les ESMS et les OG, c'est de proposer différents outils qui peuvent vous aider de façon générale dans vos programmes et vos projets liés au système d'information. Il y a des dispositifs d'entraide dont font partie les collectifs, mais dans lesquels on trouve aussi un club des RSI médico-sociaux. Donc, c'est un réseau social qui existe et qui permet à des DSI, RSI de discuter entre eux. Il y a des réseaux de pairs, il y a les cercles ANAP. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur l'ANAP pour être au courant de l'ensemble de ces outils. On diffuse des ressources qui sont en ligne. Benoît en a parlé. Ce sont des kits d'outils dans lesquels vous pouvez trouver des repères, des aides. Ce sont des outils qui sont créés par des experts de l'ANAP, des acteurs de terrain. Et donc, l'objectif, c'est que ce soit vraiment des outils pragmatiques qui vous soient proposés. Donc, c'est une mine d'informations qui est mise à votre disposition. Et puis, on a aussi un rôle en termes de montée en compétences avec un cycle de webconférences qui est lancé aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site de l'ANAP. On vous a mis le lien sur le support pour aller rechercher l'ensemble de ces informations. Je vais faire un focus sur les ressources qui sont en ligne aujourd'hui. Vous avez notamment le kit du directeur, qui est un regroupement d'informations qui permettent de bien comprendre les notions liées au système d'information, de faire le point sur la situation SI de sa structure, et puis des repères et des guides pour vous aider à élaborer une stratégie SI propre à votre structure. Donc, de la même manière, vous aurez tous les liens sur le support qu'on vous diffusera. Une autre ressource importante qui va être diffusée prochainement sur le site de l'ANAP, c'est un kit pour le déploiement du DUI. Alors, c'est un kit qui s'adresse aussi bien au directeur qu'au responsable SI, même si c'est davantage orienté pour le responsable SI. Et ce kit permet de couvrir l'ensemble d'un projet de déploiement d'un dossier usager, depuis l'évaluation de la maturité de son établissement jusqu'au déploiement. Et ce kit est orienté dans des contextes multi-ESMS, multi-OG, donc ça vous donnera des clés pour le programme. Donc, n'hésitez pas à suivre les actualités de l'ANAP et on vous informera sur le moment de sa publication. Vous pouvez aussi, pour avoir plus de détails sur ce que Benoît vous a présenté, aller regarder le retour d'expérience qui a été fait sur des exemples de coopération autour du SI dans le secteur médico-social. Benoît vous a présenté les principales clés, les principaux enseignements, mais vous avez des retours d'expérience de différentes structures sur différents exemples concrets de mutualisation. Donc, il y avait eu des coopérations pour l'achat d'un réseau, la mise en place de SI commun entre établissements, le traitement d'enjeux de RGPD entre plusieurs établissements. Donc, n'hésitez pas à aller vous référer à ces retours d'expérience qui peuvent vous aider à nourrir vos réflexions sur la manière de créer des mutualisations et comment ça peut vous être utile dans vos projets numériques. Un dernier point sur les publications, c'est le kit pour le chef de projet SI. Donc, c'est un kit plus général cette fois-ci. Et de la même manière, vous retrouvez différents outils qui peuvent porter aussi bien sur le pilotage du projet, sur la gestion de risque, sur la phase de cadrage, avec notamment une note de cadrage simplifiée qui peut vous être très utile, sur organiser une phase de déploiement ou faire le bilan d'un projet. Donc, ce sont des ressources qui sont vraiment issues du terrain, qui font la synthèse d'expériences qui ont été réalisées sur le terrain. Et donc, n'hésitez pas à vous y référer, à inciter vos chefs de projet à aller les regarder vous-même. C'est mis à votre disposition. Un prochain
Pour continuer dans la lancée d'aujourd'hui, on vous propose des prochains rendez-vous, puisque la semaine prochaine, on continue dans la même optique avec une nouvelle webconférence sur comment répondre à l'appel à projet, où là, on rentrera davantage sur le cadrage de son projet, sa description pour pouvoir déposer son dossier. Et en complément, on vous a inscrit le webinaire de l'Agence du numérique en santé qui propose un webinaire sur la trajectoire du numérique en santé pour le médico-social qui vous donnera davantage d'informations sur le contexte global du numérique et donc qui approfondira la première partie que j'ai pu vous présenter. Et donc ce webinaire aura lieu le 9 février en début d'après-midi. Il sera aussi disponible en replay, il me semble. Donc n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant. Et puis bien sûr, l'échange se poursuit. On a beaucoup de questions, on les a toutes notées, récupérées. Et donc on va ouvrir un fil de discussion est déjà ouvert sur notre communauté de pratique où vous trouverez les supports de présentation et puis les questions-réponses auxquelles on se chargera de répondre. Donc, n'hésitez pas à poursuivre les échanges avec nous et entre vous sur ce fil de discussion, c'est important. Merci beaucoup Marie pour cette présentation. En effet, donc on vous le répète, c'est vraiment sur ce lien qu'il faut aller, qui est actuellement sur votre écran pour télécharger donc la présentation. C'est là aussi où vous aurez accès au replay de cette webconférence, mais aussi un autre élément qu'on voulait vous partager, c'est que vraiment c'est un espace qui vous est dédié. Donc n'hésitez vraiment pas à poursuivre les échanges entre vous. Un dernier élément sur la nappe et sur le fait que nous recrutons encore et toujours des pairs pour notre réseau de pairs. Alors, un réseau de pairs, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des professionnels de terrain qui sont disponibles 10 jours par an et qui veulent avec nous avancer sur des sujets, qui veulent participer avec la nappe et les experts de la nappe aux travaux sur lesquels nous sommes missionnés. D'ailleurs, j'en profite pour remercier donc l'un de nos experts pour sa participation aujourd'hui. Donc si vous avez des questions, si vous avez un intérêt ou si vous connaissez une personne qui serait intéressée, n'hésitez vraiment pas à leur faire part de ce souhait. Je vous mets ici l'adresse de Marion Pina, qui est responsable du réseau de pairs et qui se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. On vous a également rajouté donc les adresses de nos chefs de projet de la nappe sur ce sujet-là. Et on vous a réindiqué l'adresse générique à la CNSA de support sur lequel vous pouvez également poser vos questions sur l'appel à projet, sur son mécanisme et sur la manière d'y répondre. Donc, on vous a remis le contact générique. C'est génial. Du coup, il y a vraiment beaucoup de liens sur lesquels vous pouvez vraiment aller cliquer, aller chercher des informations. Eh bien, je propose que l'on clôture ici la webconférence. On vous donne rendez-vous donc jeudi prochain pour ceux qui sont inscrits sur la deuxième webconférence Préparer son dossier de candidature. Encore merci de votre présence, de votre participation et on vous souhaite à tous une très belle journée.